Voilà, c'est déjà l'heure de la dernière discussion, en tout cas ici, Galerie Seine, dernière table ronde. On va finalement prolonger le discours, tout ce qu'on a dit, tout le propos sur la dépression. Et on a déjà un peu commencé à le dire avec les précédents intervenants, la dépression qui peut effectivement s'expliquer par les dérives du monde d'aujourd'hui. Exemple donc avec cette dernière table ronde, sportifs harcelés, les dangers de la montée en puissance des paris dans le tennis. C'est animé par Inès Lagdiri de France TV Sport. Bonjour Inès. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc pour cette ultime table ronde de la journée. Je vais en profiter pour accueillir tout de suite nos invités. Vous pouvez venir autour de moi, ne me laissez pas seule. Effectivement, dernière table ronde donc, de la journée sur le thème du harcèlement des sportifs, les dangers de la montée en puissance des paris dans le tennis, car oui, la quasi-totalité des joueuses et joueurs de tennis, des plus anonymes jusqu'aux meilleurs mondiaux, sont devenus des cibles aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et ce phénomène est aujourd'hui exacerbé par les paris sportifs. Pour en parler autour de moi, aujourd'hui, Samir Boudjema, directeur général de Sport Event et co-organisateur du tournoi ATP de Montpellier. Bonjour. Bonjour. À ma gauche, Corentin Ségalen, en charge de la lutte contre les manipulations sportives à l'Autorité nationale des jeux, l'ANJ. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous. Merci de votre présence. Et encore à ma gauche, Frédéric Roulier, réalisateur du documentaire La quinzaine de la haine pour l'équipe Explore, sur la thématique donc qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le cyberharcèlement dont sont victimes les joueurs et les joueuses de tennis. Merci de votre présence. Mais je vous en prie. Et alors, pour ouvrir, avant d'ouvrir ce débat, je vous propose de visionner un premier extrait, nous en verrons plusieurs, de votre documentaire, Frédéric Roulier, la quinzaine de la haine, histoire d'entrer assez rapidement dans le vif du sujet. Si on peut avoir donc le tout premier extrait du documentaire. Reçu à 17h56, donc je pense que je venais de perdre. Bonjour Benjamin, j'espère que tu vas bien. J'espère aussi que ce soir, au moment où tu liras ce message, que tu tomberas du lit et que tu te feras les croisés. Parce qu'être un aussi gros enculé que toi, c'est rare. Tu as le mental de Benoît Paire, voire celui de Humbert, comme toutes les salopes surpayées que vous êtes. J'espère honnêtement que tu ne gagneras plus jamais un match et que sur un de tes amortis foireux, tu glisseras et te rentreras la raquette bien profond dans le cul. Bah du coup, t'as celui-là. C'est un peu dur à dire, à vrai dire, parce que c'est des mots que j'utilise pas. Sale pute, j'espère que ta mère t'a abandonné quand t'es née, grosse pute, va mourir. C'est triste et ça, c'est blessant. C'est des gens, tu les as jamais vus de ta vie, tu les connais pas. Il y en avait 60. Sur les 60, il doit y en avoir au moins 40, je pense, d'insultes. Et encore ça va, hein. C'est à ma petite échelle, donc... Bastardo et merda, c'est italien, non ? Grosse pute, nique tes morts, j'espère que tu meurs, arrête le tennis. Il vaut mieux pas le regarder quand tu sors du cours, quoi. Quand t'as un peu de déception, un peu de frustration, un peu d'énervement, au final, il vaut mieux passer à côté de tout ça, quoi. Et ouais, c'est blessant, c'est triste, c'est violent, et je pense que c'est des choses que les gens vont pas te dire en face. Mais ouais, maintenant, ça fait partie du sport. Bon, tout ça est assez explicite, vous l'aurez compris avec ces témoignages donc, de Benjamin Bonzi et Caroline Garcia. Frédéric Roulier, les propos sont d'une extrême violence. Pour qu'on comprenne bien l'ampleur du phénomène, c'est combien de messages par jour ? Là, ce que disait Benjamin Bonzi, c'est donc un joueur qui, aujourd'hui, est aux environs de la 60e place mondiale. Donc on est loin des meilleurs joueurs mondiaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un phénomène qui touche absolument tout le circuit. Que ce soit Novak Djokovic, Iga Swiatek chez les femmes, jusqu'au 800e mondial. Ça touche tous les joueurs et toutes les joueuses, sans exception. Et c'est dans l'immense majorité des cas lié à des paris ratés. Ce sont des parieurs ou des parieuses, mais souvent des parieurs malchanceux qui déversent leur haine contre la joueuse ou le joueur qui, selon eux, leur a fait perdre de l'argent. Et donc, il faut comprendre que ce phénomène se produit tous les jours, tout le temps. Il est exacerbé dans le tennis pour deux raisons. C'est que le tennis, c'est un sport individuel. Donc, on est exposé très directement à la performance. Voilà, on ne peut pas s'appuyer ou
ou se cacher derrière un coéquipier ou une coéquipière. Et la deuxième chose, c'est que ça a des impacts très forts sur, évidemment, l'état psychologique, la santé psychologique des athlètes. Et donc, c'est la raison pour laquelle on s'est concentré sur le tennis quand on a voulu traiter de ce sujet-là. On sait que, on l'a vu effectivement, beaucoup de joueurs sont concernés. Est-ce que vous, en tant qu'organisateur de tournois, vous avez tout de suite pris la mesure de ce phénomène-là ? Alors, nous, on a pris la mesure parce que lorsque la possibilité de parier dans la discipline du tennis est arrivée, on a dû prendre des mesures, mais des mesures qui ne concernent pas seulement les joueurs. On a dû revoir même la structuration d'organisation d'événements. Pour faire simple, lorsqu'on organise un événement, notamment un tournoi de tennis professionnel, on a 4 typologies de population à gérer. On a les sportifs, donc, qui proposent le spectacle. Donc on a des mesures à mettre en place, justement, des mesures qui sont liées à l'arrivée de ces paris sportifs. On a des mesures à mettre également auprès du public que sont les organisateurs, les membres de l'organisation, donc tous ces membres d'organisation. On a un traitement particulier à appliquer sur tous les membres de l'organisation de la compétition au regard de la possibilité de parier. Idem pour le grand public. Et enfin, la 4e typologie, ce sont les partenaires. Donc, chacune de ces populations, on a dû mettre en place une série de mesures, donc en collaboration avec l'ATP, qui régit le tour, mais également à travers un institut autonome qui s'appelle l'ITIA, qui est International Tennis Integrity Agency, qui nous accompagne justement pour mettre en place ces mesures qui visent à lutter contre la corruption et contre les abus qui seraient liés aux paris sportifs. Alors, je vais prendre quelques exemples. Pour les sportifs, par exemple, nous avons des directives de l'ITIA qui interdit aux joueurs de pouvoir parier, ou à l'entourage des joueurs de pouvoir parier. Si les joueurs subissent des pressions de quelque sorte que ce soit, elles ont auprès de l'ATP ou l'ITIA des structures qui sont là pour justement recueillir les doléances et ensuite intervenir pour accompagner les joueurs. Mais au même titre, l'ITIA a comme rôle, elle a un rôle certes préventif, mais également un rôle d'enquête si on venait à suspecter des dérives ou de suspecter de la corruption. Et idem pour, une fois que l'enquête réalisée, c'est l'ITIA qui applique des sanctions lorsque les cas de corruption sont avérés. Donc, tout ça pour dire que ce soit auprès du grand public, que ce soit auprès des partenaires, que ce soit auprès des joueurs, que ce soit auprès des membres d'organisation, il y a toute une série de mesures qui ont été mises en place pour faire face à toutes les opportunités d'actes de corruption qui auraient un lien avec les paris sportifs. Alors justement, c'est à ce moment-là que vous rentrez en ligne. Corentin Ségalen, vous êtes en charge de la lutte contre les manipulations sportives, donc à l'Autorité nationale des jeux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consistent vos missions ? Oui, bien sûr. Alors, donc, l'Autorité nationale des jeux, c'est l'autorité qui régule l'ensemble des jeux d'argent. Donc, pas seulement le sport, pas seulement les paris sportifs, mais aussi les casinos, tout ce qui est course hippique. Et en fait, énormément de notre travail, c'est dans la lutte contre les sites illégaux, la lutte contre le blanchiment d'argent, la lutte contre l'addiction. Ce sont vraiment des missions très importantes de l'Autorité nationale des jeux, qui est une autorité administrative indépendante. Et bien sûr, il y a la fraude. Et donc moi, je suis chargé à l'ANJ de la lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Et d'abord, pour savoir de quoi on parle, il faut savoir qu'en 2010, il y avait 500 millions d'euros de paris par an, au moment où on a ouvert à la concurrence les jeux d'argent en ligne. Et cette année, on est à 8 milliards d'euros qui sont pariés chaque année sur le sport. Alors, c'est pas sur le tennis le premier sport, c'est d'abord sur le foot, mais le tennis vient en deuxième position. Donc il y a 20% en fait des paris chaque année en France qui sont sur le tennis. Et pourquoi finalement il y a beaucoup de paris sur le tennis ? Parce que en fait le tennis c'est un sport sur lequel vous pouvez parier sur un jeu, vous pouvez parier sur le set. Il y a énormément de ce qu'on appelle le live betting, donc des paris en direct
pendant les matchs de tennis. Et c'est un sport aussi qui est très populaire. Et alors, en France, l'ANJ dresse une liste des paris autorisés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas parier sur tout et n'importe quoi. Vous ne pouvez pas parier sur un tournoi futur ou sur un tournoi challenger. Vous pouvez parier que sur les grands tournois. Mais le problème, c'est que partout dans le monde, vous pouvez parier sur un tournoi moins bien doté. Et le problème, c'est que quand le tournoi, vous allez gagner, à la fin de votre tournoi, vous pouvez gagner peut-être 3 000 € et qu'on vous propose de perdre un jeu pour 5 000 €, vous vous dites, en fait, perdre un jeu, ça ne va pas avoir vraiment de conséquences pour moi. Et donc, il y a malheureusement beaucoup de personnes qui peuvent être tentées. Et donc nous, on essaie de lutter bien sûr avec ITIA, avec la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Donc dedans, il y a la police, le parquet. On essaie déjà de détecter ces problèmes et ensuite, en lien avec bien sûr la Fédération française de tennis et avec la déléguée intégrité de la Fédération française de tennis, on essaie de détecter ces personnes-là. On a déjà eu d'ailleurs, on a déjà eu un cas sur un jeune joueur de tennis qui avait fait exactement ce qu'il fallait. Il avait été contacté pour truquer un match. On lui avait proposé 2 000 € pour perdre 6-1 le premier set. Et il a tout de suite prévenu son coach, qui a prévenu la déléguée intégrité, qui a prévenu la plateforme. Et la personne qui l'avait contacté via Facebook a été interpellée et condamnée. C'était d'ailleurs la première condamnation pour le délit de corruption sportive. Il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. C'était un joueur addict au jeu. Donc, ce qui montre que l'addiction au jeu, ça peut rendre fou, la folie du jeu, ça peut vraiment effectivement vous faire... vous pouvez aller insulter des joueuses de 14 ans alors que vous êtes vous-même père de famille, mais ça peut être aussi, quand vous êtes vraiment malade du jeu, vous pouvez dire « Ah bah si je truquais les matchs, ça permettrait aussi de gagner de l'argent pour pouvoir continuer à jouer. » Donc il y a un vrai problème aussi d'addiction, y compris à la fois dans le harcèlement et aussi dans la lutte contre la manipulation. Oui, je voulais simplement rebondir sur ce que vient de dire Corentin et qui est fondamental, c'est que dans le tennis, on peut parier sur beaucoup de choses au cours d'un même match. On peut parier sur le prochain point, sur le prochain jeu, sur le prochain set, sur le nombre de jeux gagnés par set. Et donc ça démultiplie mécaniquement les moments potentiels où le parieur malchanceux va insulter la joueuse et le joueur concernés. Et donc c'est pour ça, notamment, qu'il y a autant d'insultes dans le tennis aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce sont des victimes qui doivent supporter ce torrent de boue quasiment à chaque match. Pour rester sur ce thème du cyberharcèlement qui peut donc découler de ces parieurs malchanceux, les joueuses et les joueurs sont parfois très très jeunes, ils doivent faire face à ce cyberharcèlement parfois dès l'âge de 14-15 ans. Je vous propose qu'on visionne un deuxième extrait de votre documentaire. Je menais 5-0 deuxième et j'ai perdu 7-5. Et à la fin du match, comme tout joueur tennis, j'ai pris tarif sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'insultes parce que les gens parient sur moi et ils perdent de l'argent, des fois beaucoup d'argent. Fils de pute débile. J'espère qu'on va te casser les jambes. Français de merde. Nous, on se donne un entraînement pour pouvoir être bon. Et c'est en recevant ce genre de messages que les joueurs de tennis ont du mal à arriver dans le top 100. À cause aussi de ces insultes et de cette pression qu'on met aux joueurs. Voilà, donc c'est ce que j'ai eu hier. Va niquer ta mère, espèce de chien. J'ai que 16 ans et recevoir des messages haineux, des insultes, ça fait toujours mal. Et après, c'est le tennis, c'est comme ça. Là, par exemple, fucking loser, t'es nul à chier. Une situation dont doivent désormais s'emparer les entraîneurs de plus en plus tôt. Tu vois si tu peux frapper un peu plus. Mais au début, c'est cela. C'est un des plus jeunes à qui ça arrive, finalement aussi violemment. Il me fait regarde ce que je reçois et tout ça, c'est bon. Après, nous, c'est très facile de dire, tu dois pas en tenir compte et on sait que c'est pas si simple, mais il faut quand même travailler dessus. Malgré tout, on sait qu'il faut travailler dessus. Donc, on va mettre des choses en place et puis lui, il va se protéger un petit peu plus. Ils sont jeunes aussi, ils se protègent pas non plus trop. Voilà. Lui, il avait même tendance à répondre à des gens il va plus répondre à rien parce que ça n'en finit jamais, je pense. C'est pas agréable, mais c'est l'époque qui veut ça, j'ai l'impression. Gabriel Debruy, il a 16 ans, c'est très jeune. Voilà à quoi il doit faire face presque quotidiennement. Jusqu'où peut aller l'impact mental de ces messages ? Gabriel Debruy parle notamment de pression.
Oui, c'est ce qu'il explique assez bien. Et lui, il a 16 ans. Alors, pour la petite histoire, une semaine après, il gagnait Roland-Garros junior. Voilà, donc, il n'a pas été si impacté que ça directement. Mais on a rencontré aussi d'autres personnalités, notamment une joueuse de tennis qui s'appelle Rebecca Marino, qu'on voit dans le début du documentaire, qui est une jeune femme canadienne qui a dû arrêter sa carrière, en tout cas la mettre entre parenthèses avant de la reprendre quelques années plus tard, pour cause de dépression. Et un des facteurs de cette dépression, c'était le harcèlement qu'elle subissait sur les réseaux sociaux. Donc, on parlait des conséquences potentielles chez les athlètes. Ça peut aller jusque-là. Voilà, c'est assez dramatique. L'entraîneur de Gabriel Debrul disait, la première réaction, c'est il n'y a qu'à pas regarder. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas aussi simple, puisque les réseaux sociaux font partie intégrante de la vie des sportifs de haut niveau, pas seulement des joueurs et des joueuses de tennis. Ils en ont besoin pour les sponsors, etc. En fait, le vrai sujet est là. Le vrai sujet est davantage sur les réseaux sociaux. Je pense que les paris sportifs n'est qu'une des sources qui peut amener des avis négatifs sur les réseaux sociaux. Et la vraie problématique maintenant pour les joueurs, c'est plutôt de savoir quel usage ils vont faire des réseaux sociaux. Et je pense que là, il y a une éducation ou des programmes d'éducation à mettre en place pour expliquer aux joueurs comment utiliser les réseaux sociaux. Je vais vous prendre un exemple. Lorsqu'on organise un tournoi de tennis, on a un public qui peut être nombreux, on a des joueurs qui sont au contact du public, mais ces joueurs, lorsqu'ils sont au contact du public, on les escorte, on leur met des agents de sécurité pour filtrer les contacts qu'ils peuvent avoir avec le grand public. Ça n'empêche pas des contacts, des signatures d'autographes, mais tout cela est régulé, tout cela est organisé, contrôlé. Une fois que les joueurs rentrent chez eux, eh bien, ils passent dans la dimension virtuelle, et là, ils sont au contact de leur communauté. Là, on n'est plus avec 5000 ou 10 000 personnes. Il n'y a plus de filtre. Mais il n'y a plus de filtre. On est dans des communautés de 100 000, 200 000, 300 000, voire 1 million de personnes. Et là, on n'a plus de filtre. Et on a des joueurs qui se mettent au contact direct de leur communauté. Donc certains ont des raisons liées au paris sportif pour envoyer des insultes. D'autres, chacun a une bonne raison d'envoyer des insultes. Donc on a des joueurs qui sont en réaction. Alors, c'est aussi lié à la pression que peuvent mettre certains sponsors aux joueurs en leur demandant d'animer leurs réseaux sociaux pour augmenter la communauté, ou du moins pour avoir une communauté active. Donc, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on demande quand même beaucoup aux joueurs, surtout aux joueurs de tennis. Un joueur de tennis, il doit gérer son sport, mais il est aussi chef d'entreprise. Il doit trouver son entraîneur, il doit trouver son kiné, il doit trouver son agent, qui va gérer son planning. Et maintenant, on lui demande aussi de devenir un média, de gérer un média. Donc s'il le fait seul et qu'il n'a pas la compétence, quand il gère ce média-là, il doit en même temps émettre des messages, mais en même temps, il doit être expert du service client. Donc il doit pouvoir répondre à des clients insatisfaits. Donc j'ai envie de dire, tout ça devient une charge. Et je pense qu'on parle de demain le sport, et je pense que demain, tout cela va nécessiter probablement l'intervention d'experts pour accompagner les joueurs, notamment de tennis, à l'usage de ce genre d'outils, et notamment de filtrer. Normalement, ce genre de message n'arrive pas jusqu'au joueur, qui lui absorbe une charge émotionnelle importante, alors que ce qu'il a géré, c'est sa partie de jeu du lendemain ou son tournoi du surlendemain. Donc voilà un petit peu, je pense, ce vers quoi on va se diriger. J'ajoute brièvement là-dessus, parce que c'est très important, à mon avis, ce qu'on voit dans le reportage, ce sont des symptômes, mais la vraie maladie, et vous l'avez pointé du doigt, c'est celle de la possibilité d'envoyer de manière aussi récurrente des messages de cette nature aux joueurs. Et donc ça vient des plateformes directement. Et on l'a vu à l'occasion des récents témoignages des anciens salariés des plateformes comme Facebook, comme Instagram, ou bientôt comme TikTok. La protection des utilisateurs est aujourd'hui assez loin de faire partie de la liste des priorités de ces plateformes. Et donc, le vrai problème, sans doute, vient d'ici et pas nécessairement des insultes qui finalement arrivent aux joueurs. C'est comment on peut les arrêter en amont. Alors j'avais une autre question, mais je vous laisse réagir peut-être sur cette question. Oui, là-dessus, effectivement, on essaie de travailler. D'ailleurs, on a pris contact avec ces réseaux sociaux, donc à la fois Meta, donc c'est Facebook, WhatsApp, aussi avec Twitter, et on a pris bien sûr des contacts avec les autres
pour organiser, avec le Conseil de l'Europe et le groupe de Copenhague, qui est le réseau international des plateformes nationales de lutte contre la manipulation des compétitions sportives, c'est un peu dur à dire, excusez-moi. Et donc on va organiser le 19 octobre une réunion qui sera consacrée vraiment à comment lutter contre la manipulation des compétitions grâce aussi avec les réseaux sociaux, mais il y aura aussi une partie sur la vulnérabilité, et donc cette question aussi, on souhaite en débattre avec eux. Et moi, quand j'interviens devant des jeunes joueurs de tennis, ce que je leur dis à chaque fois, c'est il faut que vous essayez au maximum de limiter, de pas avoir un compte complètement ouvert, parce qu'effectivement, il faut vous protéger. On sait que effectivement, dès qu'il commence à apparaître un tout petit peu chez les opérateurs de paris sportifs, ils se retrouvent dans un raz-de-marée d'insultes, voilà, quel que soit leur niveau, quel que soit leur gentillesse, etc. Et donc, ça peut détruire vraiment des gens, des personnes. Et quel rôle, justement, l'autorité nationale des jeux peut avoir en termes de prévention? Quelles solutions on pourrait imaginer pour essayer de protéger au mieux ces jeunes? On a essayé. Alors là, bien sûr, je discute avec la déléguée intégrité de la Fédération française de tennis. On a lancé avec la Ligue de football professionnel un tout petit clip, justement, qu'on essaie de diffuser au maximum sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si on pourra le montrer tout à l'heure, mais qui, effectivement, dit que derrière les joueurs, il y a des humains, en fait, et donc on ne peut pas les insulter comme ça. Et ensuite, on va essayer je pense qu'il faut vraiment que les fédérations, parce que là on n'est pas dans le rôle de l'ANJ, mais je pense que c'est vraiment aux fédérations de le faire, d'essayer au maximum de poursuivre les personnes qui insultent des joueurs ou des joueuses pour que en fait, ça ait des conséquences. Parce que le problème, c'est que comme ça n'a aucune conséquence, leurs actes n'ont aucune conséquence, du coup, en fait, ils se retrouvent, il y a une sorte d'impunité, puis ils continuent, ils renchérissent, c'est terrible. C'est compliqué parce que ça demande aussi aux joueurs, parce qu'évidemment tout cela est très souvent anonyme, ça demande aux joueurs et aux joueuses à chaque fois de porter plainte pour chaque message. Enfin, vous imaginez, on l'a vu, ils reçoivent des centaines de messages par jour. C'est très difficile finalement. C'est pour ça que je pense qu'il faut que ça soit organisé et que ça soit organisé par les fédérations sportives. Donc alors nous, avec la LFP, on a essayé de faire un peu de prévention, mais après, je pense qu'après la prévention, il faut aussi qu'il y ait de la répression à un moment qu'on puisse intervenir. Alors vous avez aussi essayé de faire un petit peu de la prévention, Frédéric Rouillet, dans votre documentaire, en faisant se rencontrer un parieur harceleur et Pierre-Hugues Herbert, un joueur victime de cyberharcèlement. On regarde ce dernier extrait et puis on débriefe juste après. Les joueurs entrent sur le terrain, très concentrés. Ils saluent les supporters. Allez, le coup d'envoi est donné. Prono 80, va-t-il pouvoir valider son pari? Il tire! Non! Dommage, la cote était boostée. Bet14 était vraiment à un cheveu du combiné. Superbe reprise de volée! But à la dernière seconde! Oh là là, des parieurs se déchaînent déjà contre le goal sur les réseaux sociaux! Quand tu paries, n'oublie pas qu'il y a un humain derrière le maillot. #parier sans clasher. Vous l'aurez compris, ce n'était pas un extrait du documentaire, c'était le petit spot de prévention dont vous parliez juste avant. Je vous laisse peut-être réagir sur ce spot avant de voir le dernier extrait. Effectivement, c'est ce qu'on a fait. On va essayer de le faire aussi dans d'autres sports, parce que tous les sports sont touchés. Alors, le tennis en particulier, mais il y a d'autres sports qui sont touchés. Et je voulais juste dire quelque chose aussi qui est assez important, c'est que on le voit, les athlètes sont aussi plus addicts aux paris sportifs eux-mêmes que le reste de la population. Il y a plus de joueurs addicts chez les athlètes que dans le reste de la population. Pourquoi ? Parce que souvent ils sont seuls, ils sont très connectés aux réseaux sociaux, souvent ils sont jeunes, et donc on a une plus grande proportion de joueurs addicts. Et le problème de ces joueurs addicts, c'est que déjà, normalement, ils n'ont pas le droit de parier sur leur sport. L'ANJ, on vérifie avec les fédérations qui ne parient pas sur le sport en faisant des croisements de fichiers. Mais le problème, c'est qu'après, ils deviennent aussi... ça fait une fragilité et ils risquent d'être contactés par des manipulateurs pour truquer des compétitions. Et par exemple, dans la grande affaire en Italie, qui s'appelait le Calcio Commesse, avec des centaines de matchs truqués en Serie A et Serie B de football, les premiers qui ont été contactés, c'était des joueurs qui étaient addicts au jeu et en fait qui s'étaient ruinés et qui acceptaient de l'argent en fait de la mafia pour truquer des matchs pour pouvoir continuer à jouer. Alors, on va regarder le dernier extrait du documentaire, si possible. Un mec, c'est un joueur pro. Le match, il l'a.
il est pour lui, tout s'est bien passé. Pourquoi là, la volée, elle finit dans le filet? C'est de la frustration mêlée à de l'incompréhension. Et le fait qu'il y ait de l'argent avec ça, ça aide pas du tout. Enfin, le sacrifice de 100 € que tu as fait sur ton pari, moi je sacrifie quotidiennement, quasiment toute ma vie à ce que je fais sur le terrain. Donc si tu as envie, j'ai pas forcément envie de devoir à dealer avec ta frustration sur les 100 € que tu as mis sur moi, quoi. J'estime que quand tu les as mis sur le pari sportif, tu étais prêt à les perdre, sinon garde-les, j'ai envie de te dire. Et voilà, et va faire autre chose avec, quoi. Maintenant que je t'ai vu, maintenant qu'on a eu cet échange, ça m'a fait super plaisir. Je pense que je vais continuer, mais je pense que je vais doser les insultes. Je pense que, allez, au max, ça s'arrêtera chèvre. Bon, on a le engageant, hein. Oui, c'est gentil, chèvre, ça va. On a le sentiment que ce parieur, finalement, il ne se rend pas du tout compte, il ne prend absolument pas la mesure de ce qu'il est en train de faire, même alors qu'il n'est plus caché, qu'il n'est plus anonyme face aux joueurs. Pour lui, c'est devenu un réflexe presque. Oui, alors ça va peut-être paraître paradoxal au vu de ce qu'on vient de regarder. Moi, je pense que... Donc, il s'appelle Alexandre, c'est une victime. Alexandre, c'est un jeune garçon que j'ai rencontré avant le tournage, il a 25 ans, c'est un type très sympathique, avec beaucoup de centres d'intérêt dans la vie, qui est extrêmement gentil, mais qui simplement, quand il y a cet argent en jeu, il a perdu quasiment 50 000 €, Alexandre, dans les paris sportifs. Quand il y a cet argent en jeu, en fait, quelque chose dans son cerveau déraille et il se permet d'aller jusqu'à l'insulte. Mais pourquoi je dis que c'est une victime? Parce qu'aujourd'hui, le monde du sport, le tennis, mais le monde du sport en général, est extrêmement schizophrène avec les paris sportifs. On a quelque chose d'assez terrible aujourd'hui, c'est que l'immense majorité des clubs sportifs font appel aux sites de paris pour les financer. Alors, je devrais peut-être pas dire ça ici aujourd'hui, mais les médias aussi, les médias, dont des médias qui organisent cet événement, touchent beaucoup d'argent parce que les paris sportifs et les sites de paris sportifs sont des annonceurs très très importants dans le monde du sport, avec un matraquage notamment auprès des jeunes et en particulier auprès des jeunes des quartiers. Je vous conseille une très bonne enquête du Bondi Blog sur la question, qui pousse les gens à parier, avec à la clé la perspective d'un gain facile, rapide et fulgurant. Et donc aujourd'hui, ce jeune homme-là, alors évidemment il va trop loin, évidemment que son comportement est plus que discutable, mais je le considère, moi, après avoir fait cette enquête, comme une victime, parce qu'aujourd'hui, le monde du sport est noyauté de manière trop forte par les sites de paris en ligne. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal. Quel regard vous portez à l'ANJ sur ces partenariats un petit peu schizophrènes entre tournois et institutions de paris? Je vous poserai la même question ensuite. Effectivement, enfin, le problème du jeu d'argent, c'est que c'est très addictif et que c'est une addiction sans produit. Donc, du coup, quand si vous êtes addict à l'héroïne, vous allez à l'hôpital vous faire soigner, on peut vous donner vraiment un produit de substitution. Si vous êtes addict au jeu, c'est très compliqué. Et vous savez quel est le principal point commun entre des gens qui sont addicts au jeu? C'est qu'à un moment, ils ont gagné. Et donc, le point commun entre toutes les personnes qui sont addictes au jeu, c'est qu'ils ont gagné et qu'ils pensent qu'en fait, ils peuvent gagner leur vie, avec les paris sportifs. Mais là-dessus, il y a une étude qui a été faite par l'Autorité nationale des jeux qui montre qu'on a 550 joueurs sur les millions de joueurs qui existent en France, qui ont gagné, donc c'est 0,02% des joueurs qui ont gagné plus de 10 000 € l'année dernière avec les paris sportifs. Donc non, on ne peut pas gagner sa vie avec les paris sportifs, et c'est très important de le dire. Ensuite, sur le matraquage qu'il y a pu avoir, on s'en est rendu compte pendant l'Euro l'année dernière, de publicitaires. Il y a eu trop de publicité, et les messages de publicité justement laissaient croire qu'on pouvait gagner sa vie, qu'on pouvait mettre sa mère à l'abri, etc. Donc ça, maintenant, c'est terminé. Il y a des lignes directrices qui ont été établies par l'ANJ au mois de février pour interdire tous ces spots de publicité. Donc maintenant, tous les opérateurs, quand ils font de la publicité, doivent d'abord faire valider leur message par l'Autorité nationale des jeux. Ensuite, et ça c'est aussi important, on a lancé un groupe de travail que j'ai l'honneur de piloter sur le sponsoring en fait, du monde du sport
et un peu aussi des médias par l'industrie des paris sportifs. Donc là, on est en train de travailler. On a fini la première phase cet été. On a interviewé tous les opérateurs, les principales fédérations. Alors c'est énormément sur le football, bien sûr. Et donc on va faire des tables rondes maintenant pour faire des recommandations. Et parmi ces recommandations, bien sûr, ça va être effectivement d'essayer de limiter aussi les messages qui laissent penser que le jeu est le jeu d'argent, c'est un jeu comme un autre et que ça n'a pas de conséquences, parce qu'effectivement ça peut avoir des conséquences très graves de surendettement, de dépression, de se couper complètement de son entourage. Et donc le jeu, c'est pas un service comme un autre. Et si ça vous intéresse, juste allez regarder, il y a le Paris Saint-Germain, un club qu'a priori vous connaissez, qui a noué un partenariat avec 1xBet. Voilà, je vous conseille juste de regarder ce que c'est que ce site de paris sportif. Voilà. Si vous avez l'occasion, vous verrez qu'il faut quand même repenser le modèle pour que ça fonctionne un peu mieux. Quel regard vous portez également en tant qu'organisateur de tournois sur ces liens et ces sponsors un petit peu atypiques ? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, nous, ça a profondément modifié notre façon d'organiser ces événements. Alors, on parlait des joueurs, donc il y a un impact sur les joueurs. Ça a un impact également sur les partenariats, puisque, comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une manne financière importante d'opérateurs qui souhaitent s'implanter et donc qui ont besoin de communiquer et qui approchent les organisateurs d'événements pour investir. Alors, du côté du tennis, on revient toujours à l'ITIA, qui a fait des recommandations selon lesquelles il n'était pas recommandable d'intégrer des betteurs, on les appelle les betteurs, comme partenaires d'événements sportifs. Donc, alors, je rappelle quand même que l'ITIA, c'est un organe indépendant qui a été créé par la WTA, qui est le circuit féminin, l'ATP, qui est le circuit masculin, les 4 tournois du Grand Chelem et l'ITF. Donc c'est vraiment tout l'écosystème du tennis qui a créé cet organe indépendant pour préserver sa discipline, alors très tôt, dès 2009, pour préserver sa discipline de tous les actes de corruption ou de dopage. Donc il nous donne des recommandations. Donc la recommandation de ne pas inclure de betteurs comme sponsor, l'ATP l'a appliquée, et jusqu'à il y a 2 ans, il était strictement interdit d'intégrer un opérateur de paris sportifs comme partenaire. Il y a 2 ans, après la pression des organisateurs de tournois qui ont besoin de financer les augmentations de prize money notamment, donc ils nous ont autorisé à pouvoir intégrer des partenaires du monde du betting pour une durée de 3 ans. Donc on a convenu de pouvoir faire un test pendant 3 ans. À l'issue des 3 ans, on fera un audit pour voir s'il n'y a pas eu d'abus ou de déviance. Et à partir de résultats de cet audit, on verra, l'ATP statuera sur la possibilité plus tard d'intégrer des betteurs. Mais en tant qu'organisateur, je vous dis, même dans le grand public, on a géré les problématiques de paris sportifs. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, lorsque vous pariez, notamment on parlait de live betting, lorsque vous pariez en live betting, donc c'est en direct, on va vous proposer de parier sur le gagnant du premier set. Alors le gagnant du premier set, vous, chez vous, derrière votre ordinateur, vous allez parier en fonction des données, des datas qui vont vous être transférées, qui vont être transférées sur l'outil informatique, mais ces datas sont transférées après la saisie sur site des juges arbitres. Le temps que les données soient envoyées jusqu'au site, il se passe un certain laps de temps qui peut durer plusieurs dizaines de secondes. Et pendant ce décalage, nous avons alors ce sont des équipes organisées, des parieurs, des courtsiders, qui vont se brimer pour pas qu'on les reconnaisse, qui vont dans les tribunes des stades et qui vont parier. Donc on est dans le délit d'initié, puisqu'ils connaissent le résultat du fait de jeu avant même, finalement, le fait de jeu que d'autres découvrent sur leur ordinateur 10 secondes ou 20 secondes après. C'est d'ailleurs pour ça qu'on demande aux arbitres de changer le score très rapidement. Alors
c'est pour ça que je disais que dans l'organisation, ça va même jusqu'aux arbitres. C'est-à-dire aux arbitres, on leur demande d'envoyer très vite les données de fait de jeu. Donc ils ont une pression, les arbitres, on ne s'en rend pas compte, mais ils n'ont pas simplement la pression de donner le bon résultat, ils ont la pression d'envoyer les données le plus rapidement possible. Et donc, alors après je vais vous raconter une anecdote, mais voilà, dans l'organisation, ça va même jusqu'aux arbitres. Donc nous, on a l'ITIA qui envoie des inspecteurs dans les tribunes pour essayer de détecter ces fameux parieurs. Et une fois qu'ils sont attrapés en flagrant délit, on les expulse du stade. Et pour ce qui est et donc l'ITIA doit veiller avec ses inspecteurs à ce qu'on n'ait pas de paris frauduleux, mais également sur les juges arbitres. L'ITIA a condamné un juge arbitre italien récemment parce qu'il tardait à envoyer les résultats. Donc comme il tardait à envoyer les résultats arrivaient tardivement chez les opérateurs de paris, donc tardivement chez ceux qui prennent les paris, et en attendant, ceux qui étaient sur le stade, eux connaissaient le résultat, en tout cas le fait qui allait se dérouler, et pouvaient parier en connaissant l'issue du résultat. Donc nous, en tant qu'organisateurs, on a tout ça à gérer. Donc du juge arbitre qui enverra ses données trop tard, du joueur qui se fait harceler, du membre de l'organisation qui aura des données d'une blessure d'un joueur qui va la communiquer à un tel ou un tel, gérer les sponsors, parce qu'une fois qu'on a intégré des betteurs comme sponsors, on a un cahier des charges très strict à respecter. Donc les joueurs ne peuvent pas participer à des opérations d'activation avec les sponsors. Voilà, on a tout un cahier des charges. Donc nous, en tant qu'organisateurs, au final, on a tout ça géré, ce qui n'était pas initialement dans nos compétences et dans nos missions. Et on a eu à gérer à partir du moment où l'Arjel a autorisé, du moins pas l'Arjel, mais à partir du moment où on a autorisé les opérateurs de paris sportifs à opérer en France. Et juste pour finir, une dernière problématique qu'on a à gérer, mais qui concerne également les réseaux sociaux pour les joueurs, c'est l'approche internationale de cette discipline. Aujourd'hui, le circuit ATP, c'est un circuit mondial. La réglementation est différente d'un pays à un autre. Donc même si on venait à réguler, contrôler, que ce soit les parieurs ou que ce soit les gens qui laissent, les personnes qui laissent des avis négatifs sur les réseaux sociaux, voilà, c'est compliqué de le faire au Mexique, de le faire en Amérique du Sud. Donc voilà, on a aussi cette approche mondialisée à gérer qui est très compliquée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous, sans les opérateurs de paris en ligne, vous pourriez avoir des budgets similaires? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez vous en passer? Alors, nous, c'est très simple. Pour l'année à venir, on n'a pas de parieurs, pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'après, il y a une stratégie aussi marketing des parieurs qui se dirige effectivement davantage vers des disciplines. Aujourd'hui, la première discipline sur laquelle on parie, après Corentin le confirmera, mais c'est le foot. Donc, des budgets très importants sont investis sur le foot. Et après, ces opérateurs ont également une approche mondialisée de leur activité. Et ces opérateurs ont tendance actuellement à investir leurs moyens marketing dans des nouveaux marchés qui s'ouvrent récemment. C'est-à-dire, la France est ouverte depuis quelques années. Il y a certains équilibres qui se sont installés entre opérateurs. Voilà, il y a des nouveaux pays qui s'ouvrent. Et aujourd'hui, notamment, il y a un fort investissement des opérateurs aux États-Unis. Donc, voilà, nous, aujourd'hui, très honnêtement, alors, on bénéficie de quoi aussi? Alors, c'est les relations qu'on a avec l'Arjel. On perçoit aujourd'hui... pardon. Alors, c'est le nouveau nom. C'est le nouveau nom. On perçoit une redevance sur les mises qui concernent le tournoi. Donc, chacun des opérateurs de paris qui proposent des mises, une partie de ces mises, alors un petit pourcentage... Mais c'est paradoxal, parce que vous avez dans ce cas-là presque intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de paris sur votre tournoi. Alors, nous, on a... Mais nous, on ne met pas en place... Alors, il nous interdit, par exemple, dans les directives de l'ATP, d'encourager le pari sportif. Donc, même lorsqu'on a... L'année dernière, on avait Paris On Sport qui était partenaire, mais il était strictement interdit d'inciter
à parier sur Parions Sport sur le tournoi. Donc la communication se faisait essentiellement autour de la marque et autour des valeurs de la marque Parions Sport. Donc après, cette redevance, elle nous permet de financer les moyens complémentaires dans l'organisation de l'événement qu'on a dû mettre en place pour faire face à l'impact qu'a eu l'arrivée des opérateurs de paris sportifs. Et le tout vraiment avec cet objectif de maintenir l'intégrité, c'est ça qui est important, l'intégrité de notre tournoi, mais surtout l'intégrité de la discipline. Et pour ça, tous les acteurs se sont réunis en créant cet organe indépendant. Alors, juste pour finir, sur l'ITIA, lorsqu'un joueur se fait attraper, la sanction est radicale. Dernièrement, des joueurs espagnols se sont fait attraper. L'enquête a duré 5 ans, mais la sanction a été radicale. Les joueurs ont écopé de, pour certains, 7 ans d'interdiction, mais d'autres 22 ans d'interdiction de tennis professionnel. Donc ce sont des carrières qui s'arrêtent brutalement. Alors quand on sait qu'effectivement, parfois ce sont des jeunes joueurs sur des petits tournois qui s'adonnent à ce genre d'actes de corruption, c'est des joueurs qui ne pourront pas évoluer dans le monde professionnel. Pour revenir un petit peu sur le cyberharcèlement plus précisément, pour essayer d'évoquer ensemble des solutions possibles pour essayer de lutter contre ce phénomène, à la fois le cyberharcèlement, mais on peut aussi évoquer les faits de corruption. Comment vous travaillez sur cette question ? Vaste chantier. Alors effectivement, on essaie de travailler au niveau international parce qu'il faut qu'on travaille au niveau international. Et récemment, là, on a eu une alerte sur Roland-Garros où ITIA m'avait prévenu avant le match en me disant attention, on a un match qu'il faudrait mettre sous vigilance renforcée. Donc c'est ce que nous avons fait. Le match se passe. Ensuite, j'appelle mes collègues. Est-ce qu'on a eu quelque chose sur ce match ? Non, tout va bien. Et là, hop, je reçois une notice orange du coordinateur de la plateforme italienne, puis de mon homologue anglais, puis autrichien, belge, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait 25 000 € qui avaient été mis partout sur le même résultat. Donc c'était un jeu du deuxième set. Et donc, on est passé directement en notice rouge. On a prévenu le parquet de Paris qui a ouvert une enquête qui est en cours. C'est pour ça que je ne parle pas de ça. Mais en 2018, nous avons eu une interpellation en Belgique de quelqu'un qui se faisait appeler le maestro. Et la simple arrestation de ce maestro a entraîné au niveau mondial en 2019 une chute de 47% de toutes les alertes sur le tennis. Et donc là, on s'est dit, en fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est pas détecter des pauvres joueurs de tennis qui, à un moment, acceptent, parce qu'ils ont besoin d'un peu d'argent pour pouvoir financer leur carrière, acceptent 2 000 €. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on mette le paquet pour attraper ces têtes de corruption. Et donc, on a lancé une campagne qui s'appelle Signal Sport. Donc, on va voir les athlètes dans les crêpes, on va voir les athlètes qui sont en devenir, en leur disant, voilà, pendant votre carrière, vous risquez d'être insulté pour les paris sportifs, vous risquez aussi d'être approché pour truquer des paris sportifs. Si vous êtes approché, il faut que vous le signaliez tout de suite, parce que nous, ça nous permet d'identifier les corrupteurs, d'identifier les réseaux et ensuite de mettre ces réseaux hors d'état de nuire, ce qui est vraiment le plus efficace quand on veut lutter contre la manipulation des compétitions sportives. Donc c'est ça la stratégie qu'on fait. On est en train on a lancé un projet européen, on a gagné un projet européen Erasmus Plus Sport sur 3 ans, là, jusqu'en 2025, qui s'appelle Motive Action. Justement, on va réfléchir dans 7 pays sur comment est-ce qu'on fait pour, en fait, même au niveau psychologique, pour motiver les athlètes à ne pas avoir peur et à se dire, ouais, en fait, là, si je veux protéger mon sport, si je veux protéger même mes coéquipiers, etc., il faut que je prévienne ma plateforme nationale que j'ai été approché pour truquer un match. Et on est presque sûr que c'est la meilleure stratégie à mener. Frédéric Rouillet, je vous laisse peut-être le mot de la fin pour essayer de conclure sur cette question. Qu'est-ce qu'il reste à faire finalement pour essayer de protéger à la fois les sportifs et le sport en lui-même ?
J'ai l'impression qu'au fil de la discussion, on a ciblé, selon moi, les causes fondamentales de ce problème-là, qui étaient à la fois l'absence de protection à la base, à l'origine, celle des plateformes, donc des réseaux sociaux qui mettent, et c'est une formule qu'on entend beaucoup aujourd'hui, mais les profits bien en avant par rapport à la sécurité des utilisateurs. Et c'est un peu le même mécanisme qui est à l'œuvre, selon moi, quand on voit la prééminence aujourd'hui des opérateurs de paris sportifs dans le monde du sport. On leur a donné une place qui est gigantesque parce qu'ils ont des moyens. Et donc, finalement, l'indépendance vis-à-vis de ces sites de paris en ligne, elle n'existe quasiment plus. Et donc, ils ont un pouvoir démesuré. Ils peuvent faire aujourd'hui quasiment ce qu'ils veulent. Donc, imaginez une protection, ce serait réduire leur pouvoir. Alors ça, c'est à vous de trouver la solution. Je vais pas tout faire. C'est réduire leur pouvoir et en même temps réussir à contraindre des plateformes, des réseaux sociaux, d'avoir une protection bien plus efficace à l'origine. Et voilà, pour moi, les deux pistes, alors ce sont des travaux gigantesques, colossaux, mais on n'y arrivera pas sans en tout cas, s'attaquer directement à ces problèmes qui sont à l'origine de ces dérives. Effectivement, le chantier est assez colossal. Merci à tous pour votre présence. Je vous laisse le mot de la fin pour conclure la journée. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup Inès Lagdiri pour l'animation de cette discussion passionnante comme toutes celles qu'on a pu avoir cet après-midi Galerie Seine. Voilà, vous a donné un aperçu de toutes ces questions qui passionnent le sport aujourd'hui et pour donc demain le sport. Voilà, merci beaucoup.